En février 2026, Public Sénat rediffuse le documentaire Le jeûne, enquête sur un phénomène, diffusé une première fois sur Arte en janvier 2025. Il fait suite au premier film, Le jeûne, une nouvelle thérapie, réalisé 10 ans plus tôt par les mêmes auteurs, devenu le documentaire le plus regardé de l'histoire d'Arte. Fort de ce succès, ce nouvel opus dresse un état des lieux des avancées scientifiques sur le jeûne 10 ans après. À l'issue de cette rediffusion, un débat de 30 minutes est organisé sur le plateau de Public Sénat. Habituellement, après la diffusion d'un documentaire, les réalisateurs sont invités à débattre. Ici, ils étaient absents. Deuxième absence tout aussi surprenante, en France, il existe une fédération et une académie médicale du jeûne composée de médecins spécialisés. J'ai eu envie de regarder les tarifs de ces prestations, par curiosité. J'ai regardé ceux de la ville du Berlingen, en Allemagne donc. Cela varie selon les forfaits de confort de la chambre, entre 1 400 € pour 3 nuits et 14 500 € pour 28 nuitées. Dès l'introduction, le débat s'ouvre sur le fameux « payer pour ne pas manger ». L'angle est posé, le jeûne coûte cher. Heureusement, un intervenant rappelle qu'un séjour hospitalier en France coûte environ 1 800 € par jour, ce qui relativise immédiatement les montants évoqués et rappelle surtout que la santé a un coût, simplement celui-ci est souvent invisibilisé. Au-delà de ça, la journaliste qui s'est renseignée ne fait aucune mention des séjours de jeûne bien-être en France, comme ceux que je propose, accessibles à partir de 630 € la semaine. Moi, j'ai des amis qui vont dans des cliniques ou lieux de week-end ou Dieu sait quoi, ils font un peu de randonnée. On leur donne rien à manger à part quelques bouillons, quelques tisanes. Et comme ils sont prêts à payer, ils trouvent ça formidable. C'est un peu comme la psychanalyse, si on paye... Je ne vais pas m'attarder sur ces propos de la sénatrice LR, mais ce n'est ni un argument scientifique, ni une démonstration. C'est une opinion teintée de jugement et de mépris qui évite soigneusement le fond du sujet. Il y a comme ce paradoxe de notre société qu'il y a un jeûne choisi pour un très petit nombre et qui paye, et puis dans la même société, on a évidemment le jeûne subi. Je donne juste un chiffre. Quand vous regardez les chiffres de l'Observatoire de la pauvreté, du Secours populaire, eh bien vous avez entre, selon les années, un Français sur 4 et un Français sur 3 qui déclarent ne pas manger, avoir faim parce qu'ils sautent un repas pour des raisons financières. J'ai eu la même réaction que vous, je suis allée plus loin, je suis allée regarder les chiffres des personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. On est à 733 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Heureusement, un intervenant va recadrer et rappeler que dans nos sociétés occidentales, la prévalence du surpoids et de l'obésité, c'est surtout ça l'enjeu majeur de santé publique dont il est question. Mettre ces deux réalités en parallèle comme si elles étaient liées ou comme s'il était indécent de jeûner face à la faim dans le monde relève davantage de l'émotion que de l'analyse. Ça, c'est une réalité qu'on a tous, c'est que ces patients qui viennent nous voir, bien après la période de jeûne, après la période de restriction, la majorité va reprendre les kilos. Alors, il se trouve qu'une étude portant sur 1422 participants ayant jeûné entre 4 et 21 jours publiée en 2019 dans PLOS ONE a montré que une partie du poids est naturellement reprise, c'est la physiologie normale, mais une proportion importante des participants maintient une perte de poids partielle et beaucoup rapportent un changement durable des habitudes alimentaires et une stabilisation partielle et durable chez un grand nombre de participants. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas lâchées dans la nature, on continue de les accompagner et un énorme focus est apporté à l'après-jeûne pendant la cure. Donc tout l'objet est précisément d'éclairer le rapport à la nourriture et de donner des pistes pour améliorer ses habitudes alimentaires. Encore une fois, il y a là un amalgame entre des pratiques de régime restrictif non encadré, dont on connaît les effets yo-yo, et la pratique du jeûne accompagné. Si elle peut faire du mal à la santé, je pense là, si elle n'est pas encadrée, tout à l'heure, aux anorexiques, l'anorexie mentale, c'est typiquement une jeune fille qui va regarder ce documentaire, elle va se sentir impliquée et dire oui, vraiment, j'ai raison de jeûner. Donc c'est très dangereux de divulguer cette idée thérapeutique et un mode de vie finalement très peu adapté à l'enfance. Là encore, on nage en plein hors sujet. Le jeûne ne fait pas la promotion d'un mode de vie anorexique et les troubles du comportement alimentaire sont des critères d'exclusion stricts. Et en aucun cas, les enfants sont un public cible. Ces remarques brouillent encore le débat plus qu'elles ne l'éclairent.
Qualifier de dangereuse une pratique en faisant un effet de loupe sur ses contre-indications reviendrait à dire qu'il est dangereux de prendre de l'aspirine car elle peut provoquer une hémorragie digestive. La première question, c'est est-ce qu'il y a un risque à court terme à jeûner quand on est encadré? Et moi, je rejoins ce que disent mes collègues. Non, il n'y a pas de risque à jeûner. Ce qu'on sait depuis 1935, grâce à Clive McKay, c'est que quand vous faites une restriction calorique, une sous-nutrition sans malnutrition, vous diminuez ce que vous mangez, eh bien, vous augmentez la durée de vie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vous mettez en période de jeûne, vous changez votre métabolisme. Pour être assez simple, vous fabriquez des corps cétoniques qui ont démontré des propriétés anti-inflammatoires, anti-cancéreuses. Alors d'un côté, on consent à dire que le jeûne est sans danger sauf contre-indication, mais la discussion est suivie d'une série de « oui, mais ». Oui, mais il n'y a pas assez d'études, oui, mais il manque des essais randomisés à grande échelle, oui, mais on ne peut pas recommander sans preuve française solide. Sur un point, ils ont raison. En France, il n'existe pas de grand essai randomisé multicentrique sur le jeûne encadré. La recherche clinique nationale est quasi inexistante sur le sujet. Mais affirmer qu'on manque de données au sens global est inexact. À l'échelle internationale, la littérature scientifique est très abondante. La vraie question n'est donc pas l'absence totale de données, mais l'absence de données françaises à grande échelle. Certains discours publics mettent davantage l'accent sur les risques potentiels que sur les bénéfices documentés, alors même que des études françaises démontrant un danger spécifique du jeûne encadré chez l'adulte en bonne santé sont inexistantes. La prudence est donc légitime en médecine, mais elle ne devrait pas devenir un immobilisme sélectif. La science avance quand on étudie, pas quand on évite d'étudier. Je ne défends pas un dogme. D'abord, il faut distinguer le jeûne thérapeutique médicalisé destiné à des personnes malades et le jeûne bien-être préventif qui n'a quasiment pas été évoqué dans le débat alors qu'il est évoqué dans le documentaire. Deux cadres différents, deux publics différents. Mais une constante, dès qu'on parle de jeûne en France, le débat glisse vers le soupçon, le mépris, l'amalgame, plutôt que vers l'analyse scientifique et la pluralité des expertises. Je vous laisse y réfléchir.